Bonjour, mon nom est Sébastien Rosé. I will make the conference in English because I think it's better for everybody. Otherwise, I can speak French. What do you prefer? English. English. Okay, good. English. Okay. So my name is Sébastien Rosé. I'm a photographer and I work in the field of art and not in technique photography, and I'm not an astronomist. I make poesy and not science, and that's the reason why I'm invited today to speak about my work here. So I will not try to speak about astronomy especially, but more what I do with like sun, for example. It's very simple. It's most about just light and color, and there are some origins of that in my work, and I will try simply to explain you what's the where we arrived with this nature that is mine, and where it does come, where it comes from, and how we can find it in the work. So the work more or less never focuses especially on a subject, like here, for example, on the sun, but the sun is part of a larger work, and that's what I will try to show you today. I will ask you to explain, to excuse me a bit for my English, because I'm not familiar at all with making conference in English, but I will do my best, okay? So to understand the work and to make honest, to meet the work, I will begin to show you the first exhibition I made with a serial work, with the repetition of a code, and this code is the sun, and it's at the beginning it's a work that come from two things. First is my culture. I was born, I grown in Nice, in the south of France, on the French Riviera. Face the sun is very the south, and we look to the south, and I always lived on the seashore, and the way the sun sparkles on the sea in that place is very special. It makes constellations that brought me at the time in a very contemplative way of mind. But the sun is not always only that, if you want. It feeds us. It gives us very intense sensations. It burns. It makes things warmer, gives life, and the experience I had with it is that it changes comment le dire en français? Our attitudes, the one between the others. I mean, when I was younger, I was always working on the beach to bring glasses and ice creams and to everybody that was laid on the beach for the sun, to receive it, to receive the rays of the sun, and I saw how much simply the warmest of the sun, the color of the light, the sparkling light, and the way to be laid down like this, close to be burned by the sun, is good for. Looks good for the body, looks good for mind, and makes that the idea of exotism is for a lot, can for a lot be represented by the sun. When I began that work,
it was I wanted very simple. I wanted it was a work. It was I want comment dire. I wanted to work on that image that historian photographer Suzanne Sontag about the photography of the sun. She said that now the photography, the sunset is photography before to be a sunset in our mind. I prefer French. Vous préférez en français? Oui. Ok. C'est difficile la façon dont je l'exprime. Ou... Mais peut-être. C'est difficile pour toi pour parler en anglais. Ouais, mais c'est aussi parce que je le traque. Ah oui. Ok. Mais le flamand, on comprend. Si vous voulez, je peux vous parler en français. Vous préférez? Ok. Ok. Ben, merci beaucoup. Alors c'est gentil. Donc voilà, j'ai dit ce que j'ai dit jusqu'à présent. Mais pas trop vite. Hein. Pas trop vite. Ok. Donc, ce que je disais, pour résumer, c'est que tout le travail que je produis est très influencé, bien sûr, par la culture que j'ai reçue en grandissant sur la Côte d'Azur. Maintenant, je n'y vis plus depuis longtemps. Je vis ici en Belgique. Et effectivement, le recul qui est pris ici par rapport à là-bas permet d'analyser le rapport que nous pouvons entretenir avec certains éléments, et notamment un élément central, le soleil. Dans la tradition photographique, le soleil, la photographie du coucher de soleil en particulier, est quelque chose d'extrêmement récurrent. Si on va sur Instagram, si on regarde les cartes postales, si on regarde les magazines de voyage, si on regarde tout ce qui nous porte à un ailleurs idéal, nous montre le soleil. Moi, je viens d'un endroit qui, pour certaines personnes, constitue un idéal parce qu'en quelque sorte, pour le dire vraiment très brièvement, il est baigné de soleil. Et ce soleil a une influence sur les cultures, sur les personnes, sur la végétation, sur tout ce qui constitue le vivant. L'essayiste Suzanne Sontag a, à un moment donné, défini en une phrase le coucher du soleil, donc dans un ouvrage qu'elle appelle Sur la photographie, qui est une analyse de photographie importante, décrit le soleil comme aujourd'hui étant une photographie avant d'être un coucher de soleil. C'est-à-dire que dans notre acception, c'est comme si la place de ce soleil avait été remplacée par l'image qu'on peut en faire. C'est devenu un symbole plus qu'un fait, en quelque sorte. Et c'est sur ce symbole que j'ai voulu travailler. Et c'est sur ce symbole que je travaille encore, en mettant parfois le soleil, l'incidence du soleil, la manière dont il crame, la manière dont il écrase peut avoir une influence dans son contraste quand il est opposé à d'autres choses. Donc ici, quand j'ai préparé cette première exposition chez Catherine Bastide avec ces soleils, je voulais que le soleil devienne une image presque qui disparaisse. C'est-à-dire que le motif, l'astre qu'il est effectivement photographié, disparaisse au profit de sa répétition. Alors ça peut paraître très bizarre, parce qu'on n'est pas du tout dans un contexte, encore une fois, d'astronomie, mais là on est dans un contexte de répétition d'un code et de couleurs. Donc je vais faire défiler ces photographies. Donc pour faire ces photographies, je suis allé travailler à Los Angeles. Pour la raison que là-bas, la lumière est très orangée, est très jaune et très orangée, beaucoup plus... attendez.
je vais le faire à la main. On le voit? Ok. Donc, ici, le soleil est en quelque sorte un argument pour que quand le visiteur arrive dans cet espace d'exposition, il soit baigné d'un ensemble de sensations, en quelque sorte. C'est-à-dire il s'agit d'un travail sur vraiment les sensations, plutôt que sur une représentation de l'astre, du soleil, ou bien d'une photographie astronomique. Ces photographies, ce sont des grands tirages analogiques que je fais dans mon laboratoire, qui sont des pièces uniques. Vous voyez ce que c'est des tirages analogiques, à la différence de la photographie numérique. C'est, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui ne voit pas, peut-être qu'il peut me dire. La photographie, ah bon, alors je vais le dire quand même. La photographie analogique, c'est la photographie qui part d'un négatif, et c'est de la lumière qui se projette sur le papier photosensible. La photographie numérique, qui a aussi beaucoup de qualité, c'est un langage binaire, ce sont des 1 et des 0 qui se suivent pour former une image, pour reconstituer une image. Personnellement, je ne fais pas d'opposition entre ces différents supports, entre ces différents médiums. Par contre, je suis très sensible à l'idée que ce support photosensible, ce soit de la lumière qui pénètre de la matière, et que ce soit ça qu'on manipule. Cette lumière qui pénètre la matière me permet, par différents moyens, d'intervenir sur ces images, je veux dire de manière singulière, pas d'autres entrées de lumière, qui peuvent être des lumières naturelles, qui peuvent être des lumières artificielles, sur cette lumière du soleil. Sur cette image du soleil. Cette image du soleil, donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des photographies que j'ai faites à Los Angeles, chaque jour une photographie différente, parfois au lever, parfois au coucher du soleil, et qui ont pour destination d'être, encore une fois, non pas une démonstration, mais de reconstituer vraiment, en quelque sorte, un climat d'irradiation. Cette photographie, par exemple, qui elle aussi qui est faite aussi à Los Angeles, fait partie d'un ensemble à venir où ces paysages, toujours avec ce soleil centré, irradiant, presque brutal, presque nocif par sa couleur et par sa structure, s'opposent, comment dire, on a presque envie de le manger dans sa manière de vouloir être idéal, avec son cadre doré, s'oppose en fait dans la suite du travail à des images qui sont au contraire d'une grande violence, et qui sont au contraire je dirais très terre à terre. Très terre à terre, ça veut dire que ça peut être par exemple un ensemble de sacs de courses, comme quand on voit ces très riches personnes dans les quartiers chics avec plein de sacs de courses. Et là, ce sont ces sacs de courses qui semblent être répartis, enfin groupés comme ça sur le sol d'une avenue à Los Angeles. Et si on regarde cette image au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'en fait il y a un bras dans ces sacs, un bras humain. Et que donc ces soleils qui s'intercalent entre ces images d'une violence, d'une grande violence, enfin pour moi c'est une grande violence, créer un contraste entre cette idée qu'on se fait d'un idéal et une réalité qui, sous le vernis, est effectivement extrêmement dure. Cette exposition s'appelait Rising Sunset. Dans la manière que de tirer des photos, j'essaie toujours de créer des images très lumineuses,
qui conserve, si je peux dire, une part de blanc, vraiment quelque chose d'éblouissant. L'éblouissement est une recherche. L'objectif vers lequel je tends, en tout cas, si je peux, en faisant des photographies, c'est de ne pas donner de réponse, mais d'essayer de faire en sorte que ces photographies, disons à l'opposé d'une photographie documentaire, ouvrent vers des voies possibles, ouvrent vers des idées possibles, mais ne donnent pas de réponse. En quelque sorte, qu'elle s'arrête au moment où elle pourrait donner la réponse de ce que c'est vraiment. La part d'interprétation doit être toujours au moins équivalente à celle de l'information. Ici, par exemple, ce sont les photographies d'une exposition à la galerie Catherine Bastide à Marseille, en 2017. Les grandes photographies qu'on voit ici font environ 1,30 m sur 1,70 m. Chacune. Et les autres, celles qu'on voit à gauche, font 50 sur 60 cm et sont encadrées en doré. Les petites choses qu'on voit au sol, sur lesquelles je ne me suis pas arrêté plus que ça pour la conférence, ce sont en fait des rochers cristallisés. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des rochers cristallisés qui s'opposent, qui viennent comme ça s'articuler avec les soleils? C'est parce qu'en fait, ces soleils ils viennent en particulier de deux livres qui sont pour moi importants. Le premier livre, c'est le premier roman d'Albert Camus, qui s'appelle L'Étranger. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de lire en français, en anglais ou en néerlandais ce livre, mais c'est une critique notamment du racisme au moment de l'Algérie française. Et de l'intolérance potentielle de la justice. Mais il y a un passage dans ce livre en particulier. Si vous voulez, à un moment donné, il y a le protagoniste du livre qui va aller tuer quelqu'un sur la plage, derrière un rocher, qui va tuer un arabe, à peu près sans raison, comme ça. Mais dans tout le moment qui précède, et pour moi ça c'est un des plus beaux moments de la littérature française, pour autant que j'en connaisse, Camus décrit la façon dont les rayons dont la lumière devient aveuglante, comment cet aveuglement et cette chaleur commencent à conditionner sa perception du monde qui l'environne, et comment ces rayons de soleil deviennent des sortes de lames qui vont littéralement, on peut l'interpréter comme ça par la suite, mais hacher sa conscience jusqu'à ce que dans une forme d'éblouissement et un égarement, une sorte de perte de conscience tout en étant éveillé, il en vient à perpétrer cet acte d'un meurtre qu'on attribuerait volontiers aux effets pervers du soleil. Voilà. Il y a un autre, donc là je me sens très concerné aussi parce que je connais tout à fait ces lumières, mais il y a un autre auteur particulier sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle James Graham Ballard. Alors je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent Ballard, mais certains d'entre vous le connaissent forcément, puisque par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film Crash de Cronenberg. Voilà, ça vient d'un roman écrit par Ballard. Ballard, c'est un très grand auteur de science-fiction du XXe siècle, mort en 2009, anglais, qui a eu l'occasion d'écrire beaucoup de nouvelles, beaucoup de romans, mais qui a théorisé aussi le fait que, après Cadic, certains d'entre vous connaissent Cadic, Cadic c'est Minority Report par exemple, mais Ballard a théorisé le fait que la science-fiction, la littérature de science-fiction, et le reste de la science-fiction, à partir, disons, des années 60,
devait s'intéresser à autre chose, des années 70, devait s'intéresser à autre chose que les navettes spatiales, l'espace, forcément la conquête de l'espace, ou les ovnis. Ça devait s'intéresser à une forme de sociologie. Pour autant, c'est quelqu'un qui était extrêmement intéressé par le surréalisme, et qui a écrit notamment un recueil de nouvelles qui s'appelle Vermilion Sands. Moi, j'ai énormément travaillé sur ce désert. En fait, c'est comme une grande station balnéaire sans eau, qui lui permet de développer toute forme de théorie et sur lequel brûle un soleil sans nom, sur lequel j'ai réalisé un travail conséquent par la suite sur le road trip, sur la question du road trip dans le champ de la photographie américaine. Donc ce soleil qu'on voit, il vient de là. En fait, il vient de cette littérature. Et ses couleurs, sa manière d'être toxique, sa manière même d'évoquer les expériences sous LSD, sont le but, en tout cas, qui est celui de mon travail. Donc encore une fois, on n'est pas dans l'astronomie, mais par contre on est dans la littérature, dans la science-fiction et dans la reconstitution de climat. C'est le cas par exemple pour l'exposition Hôtel solaire que certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de voir à Anvers, au musée de la photographie. Alors, ici, là encore, l'objectif, c'est de rentrer dans un contexte. Dans cette exposition, il n'y a pas de cartel, il n'y a pas d'informations sur les murs, il n'y a pas de propos, que ce soit sur la couleur, sur l'Amérique, sur les montagnes, rien du tout. Je vais le mettre en plein écran, comme ça je vais le faire défiler moi-même. Mais par contre, ce qui était pour moi intéressant, c'est qu'on entre dans quelque chose d'éblouissant, dans une sorte d'éblouissement, où seul existait cette couleur et la représentation de ce soleil. En fait, pas seul, puisque quand on se tourne dans l'exposition, outre la répétition de ce soleil qui devient un code et qui semble ne plus être la représentation de l'astre solaire, on passe, voilà. J'essaie de le faire autrement. Voilà. Voilà, donc on rentrait ici. On se retournait donc, on était face là aussi à une question sur la couleur, et là on est loin de l'astronomie, qui concerne vraiment la photographie elle-même. Pour le coup, c'est un travail sur la couleur et sur le support photographique. Là encore, hein, on a des images, ça c'est une photographie qui fait 1m80 à peu près, 1m30 sur 1m80. Donc c'est quelque chose qui a une forte incidence sur un espace d'exposition. Certaines de ces images apparaissent dans un travail qui a fait l'objet d'un livre édité chez un éditeur gantois qui s'appelle Art Paper Edition, qui est Colorblind Sense. Alors j'ai amené pour vous montrer que c'est ça, Colorblind Sense. Donc j'emprunte le titre, là encore, à James Graham Ballard, en faisant le titre de mon livre. Il appelait son recueil de poésie Vermilion Sands. Moi j'appelle mon livre Colorblind Sands parce que je suis daltonien. Alors, ça ne se voit pas que je suis daltonien, mais justement, je crois que c'est parce que je suis daltonien que j'ai eu l'occasion de réfléchir et de travailler la couleur à ce point. Alors, ce que je vous propose,
c'est qu'on regarde une série de photographies. D'abord, je voulais vous montrer cet ensemble-là, qui est disons de plus près, un ensemble de ces tirages tels qu'on les voit. Voilà. Ici, donc, encore une fois, cette photographie fait environ 1,30 m sur 1,70 m, c'est-à-dire que le format est à peu près celui-là, à peu près, quelque chose comme ça. Ici, nous avons aussi quelques-unes des photographies de la même série, mais qui, elles, sont en 50 sur 60 cm, comme je vous le disais, et encadrées en doré, qui en font vraiment donc toutes ces photos sont des photos que je tire moi-même, en chambre noire, qui est pour moi un exercice auquel je me prête depuis toujours. Enfin, depuis que j'ai appris la photographie, que j'ai appris ici, à la Cambre. Ces soleils, ils viennent donc plomber en quelque sorte un désert, ce désert de Colorblind Sands, auquel je faisais allusion tout de suite. C'est un travail pour lequel je me suis... j'ai beaucoup reçu d'un film en particulier qui s'appelle Jerry, un film de Gus Van Sant, que vous connaissez peut-être, qui est un film où trois jeunes, deux jeunes, se perdent dans un désert, vont se balader dans un désert et s'égarent. Okay. Ici, je voulais que le personnage, lui aussi, se perde dans ce désert et que ce désert semble écrasé par un soleil à peu près psychédélique. Ce personnage, dans un travail juste précédent, mais complémentaire, c'est un pilote de drone militaire. Et si vous voulez, pour faire ces photographies, j'ai eu l'occasion d'aller notamment à Alamogordo et dans d'autres endroits comme ça, photographier des drones dans des bases militaires américaines. Mais ce qui me semblait, ce que je remarquais en particulier, c'était la différence entre ces pilotes de drones et par exemple des Marines ou d'autres corps militaires. C'est-à-dire que ils semblaient avoir une vie assez banale en fait. Ils allaient sur ces machines qui semblaient déréaliser leur acte, et d'emblée leur acte semblait comme placé dans une réalité fictionnelle. Moi j'ai voulu placer ce personnage après dans cette même réalité fictionnelle. Dans notre culture, l'image de science-fiction, le cinéma de science-fiction et toute l'iconographie qui en résulte font partie de notre imaginaire et de notre code, des codes en tout cas qu'on comprend.
Moi, j'utilise ces codes parfois de la science-fiction pour insister sur la nature fictive de mon travail, sur le fait que je me tiens à distance du documentaire pour me donner des libertés. Et parfois, pour me donner des libertés simplement formelles, plastiques, simplement parce que j'aime ça. Alors je vais voir si là je parviens à faire marcher un diaporama. C'est peut-être un peu rapide. Alors, peut-être ce que je peux faire, c'est faire passer les images et que vous... soit que vous me posez une question, soit que je vous explique le contexte de certaines. Ce qui est intéressant pour moi dans la manière dont j'utilise les objets qui sont représentés avec la photographie, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce vers quoi ces objets peuvent nous renvoyer. Le fait qu'on les identifie, le fait qu'on comprenne là où ils ont été pris, le fait qu'on puisse en soi valider leur réalité. Ça, c'est le travail d'autres personnes pour moi. Moi, ce qui m'importe, c'est quelle est l'incidence d'un objet représenté et vers quoi, sur un ensemble choisi, et vers quoi il peut nous renvoyer. Évidemment, ici, on reconnaît par exemple le monolithe noir qu'on trouve on voit dans 2001. Ici, par exemple, outre le décor qui pourrait
tout à fait faire croire qu'on est sur une autre planète et qui tend à qui essaye de le faire croire. Il s'agit ici aussi de montrer comment, par le traitement, par le tirage, simplement, une même image peut devenir deux images vraiment très différentes, une nuit, une de jour, et une qui a un contexte vraiment irradié, et l'autre. Attends, ça néanmoins, c'était ici comme certaines autres photographies. J'ai eu par hasard l'occasion de me retrouver dans des endroits à chaque fois très seuls, qui étaient ici un musée de l'espace, là-bas un observatoire. Et je dois dire que j'ai eu l'occasion de voir vraiment des choses merveilleuses et de me retrouver dans des contextes improbable. Alors, pour parler de cette photographie et d'une autre en particulier, il s'agit d'un endroit que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle le Very Large Array, qui est un observatoire sur des plateaux près de Albuquerque, enfin au sud de Albuquerque, et qui ont pour vocation d'observer la composition gazeuse du cosmos, donc des nuages, des constellations, et qui sont constitués, cet observatoire est constitué de plusieurs grandes antennes paraboliques, situées sur trois axes, qui en s'écartant du centre ou en se resserrant font zoom ou dézoom, sur ces trois axes faisant les rayons d'un cercle de 32 km. Voilà, vous avez peut-être déjà vu ces antennes, qui sont grandes comme des immeubles. C'est des choses qu'on a souvent vues dans des trucs de science-fiction. Et en fait, voilà, c'est sur un immense plateau. Entouré de champs, de rien d'autre, avec une lumière, je dois dire, très pure autour. Et on a ces monstres d'architecture métallique, blanc, tournés vers le ciel bleu pur du Nouveau-Mexique. Et donc ces paraboles ont pour fonction de scruter l'espace pour en observer la composition chimique. Encore une fois, et ça on le comprend tout de suite, je crois,
mon rapport aux étoiles, à l'espace, à l'astronomie est un rapport de contemplation. Je suis de nature à me placer devant le soleil et à le recevoir, ou à m'asseoir dans l'herbe la nuit à la montagne et à regarder les étoiles pendant des heures et à les regarder passer. Voilà, je crois que ça, on arrive à la fin. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ou quoi?
Ok. Très bien, merci de votre attention. Ma question est assez simple. Il y a une démarche très réfléchie dans ce que tu viens de présenter. Et moi, ce qui m'intéresse toujours quand je vois une œuvre comme celle-ci, quelles a été les étapes à travers lesquelles tu es passé pour arriver à commencer ce travail-là, mais aussi pour le terminer. Ok. Vous voulez dire des étapes, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de la lecture, au niveau des voyages, etc. Alors, le road trip photographique, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours énormément intéressé. La base vraiment de mon travail, c'est la photographie domestique, populaire, la photographie qu'on fait tous. N'importe lequel d'entre nous ici, hein, moi je la pratique tous les jours, mais peu importe, là-dedans est contenu, je pense, l'essence de beaucoup de choses. Ça rejoint un petit peu l'astronomie en ce sens, parce que je crois vraiment que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement ce rapport entre véritablement l'infime et comment dire, et l'extrêmement grand, si vous voulez. Je regarde l'espace, et de la même manière, je peux être aussi contemplatif devant une toute petite chose, une tasse posée sur une table, la main de quelqu'un que j'aime bien, ou peu importe, parce que je trouve ça beau. Je suis né en 1970, ma culture est bercée de tout cet imaginaire américain. Les séries télé, le cinéma, la science-fiction, la littérature. Pour moi, la littérature, c'est quelque chose auquel je me suis intéressé beaucoup plus tard, mais peu importe le parcours de chacun. Et dans cette par exemple, cette culture, c'est des choses que j'ai apprises. Un jour, j'ai rencontré un photographe, je suis tombé sur un livre d'un photographe, ici à Bruxelles d'ailleurs, ce photographe s'appelle Gary Winogrand. C'est un photographe américain qui a vécu en particulier longtemps à Los Angeles. Ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, en allant moi-même à Los Angeles pour travailler. Gary Winogrand, Robert Frank, et cette école de photographie, c'est pour moi la base. C'est la base à laquelle j'ai été sensible, surtout. J'y étais sensible parce que il y avait quelque chose dans cette photographie que je connaissais. Parce que j'avais été élevé un peu comme ça par mes parents, qui sont aussi des gens qui sont partis sur la route et qui se sont échappés. Parce qu'ils ont cherché quelque chose qui correspondait à leur époque, ils ont fui quelque chose qui ne correspondait plus. Et parce que cette culture que semblait décrire en particulier Winogrand, c'est-à-dire son écriture, me parlait intimement, il y avait une forme de sensualité, une souplesse qui ne voulait pas absolument être descriptive, mais où la sensation de ce qu'on voyait était presque plus importante que la description. Je ne sais pas si c'est possible de faire cette nuance. Et j'ai été sensible à ça. En allant à Los Angeles, je me suis rendu compte de ce combien cette culture, j'allais dire l'influence de la mer, du soleil, était importante dans la souplesse de ses photographies à lui. Et que c'était quelque chose qu'intimement je reconnaissais. Quelque chose que je connaissais, parce que finalement, je me rendais compte que c'est vrai, quand on vit sur la Côte d'Azur, quand on vit à Nice, on découvre ses amis en maillot de bain. Il y a une souplesse comme ça, puis un rapport montagne, mer, soleil, etc., couleur, que je reconnaissais. Et donc tout ça ensemble fait que j'ai longtemps voulu travailler sur cette question du road trip un peu à l'américaine, dont on est bercé. Donc je fais ce parallèle, j'ai aussi beaucoup travaillé, je travaille encore, j'ai ici tout un dossier mais que je ne vais pas avoir le temps malheureusement de vous montrer, sur la photographie domestique.
à un moment donné, j'ai voulu écrire, en particulier les projets, c'est vraiment très écrit, et c'est là que j'ai travaillé directement sur cet auteur de science-fiction, qui décrit lui-même comme une science-fiction, une sociologie d'anticipation. J'ai été travailler à Londres, j'ai été travailler en France pour différents boulots qui concernaient ça. Et un troisième volet, c'est un volet que j'ai écrit sur la réalité ce que c'est la vie d'un pilote de drone militaire. Parce que pour moi, là, il y avait un basculement que je trouvais vraiment très intéressant. C'était que c'était le moment où l'univers numérique et l'univers tangible se rencontraient et l'influence de l'un influençait réellement l'histoire de l'autre. Pour vraiment résumer, avec un geste qui ressemble à celui du jeu vidéo et qui donc fictionnalise par nature l'histoire réelle sur laquelle on est en train d'agir. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant à décrire en tant que fait historique. Et donc, il y a un travail qui existe, qui s'appelle Indian Springs, parce que là-bas, en fait, vraiment, à Indian Springs, il y a une grande base de pilotes de drones, et si je peux, je donne le nom du lieu où je fais le travail, même si c'est un travail de fiction. Et là aussi, donc, il s'agit d'un travail de fiction. Les tables avec les écrans qu'on voit ici dans les photographies, donc, parce que finalement, ce road trip, j'ai gardé le même personnage pour travailler sur le road trip, donc les drones qu'on voit sont des vrais drones, mais les tables, etc., qu'on voit, ce sont des choses qu'on a fabriquées. La cabine de pilote de drone ici qu'on voit, en fait, elle est dans un mobil-home que j'ai loué, dans lequel on dormait, etc. Et tout est fake. Mais pas tout. Parce que, par exemple, les espèces d'ovnis qu'on voit, c'est des vrais ovnis. Et ça, on va dire que l'envie influence la chance dans ces moments-là pour constituer un ensemble. Mais donc voilà, c'est cet aller-retour entre macroscopie et extrêmement grand, cet aller-retour entre vrai et fictionnel, cet aller-retour entre culture et futur, quelque chose de finalement, si possible, ambigu, que je recherche en faisant le travail. À chaque fois, néanmoins, le travail est formulé, c'est écrit. Pour le soleil, c'est pas une partie qui est très longue parce qu'en fait, ça parle surtout d'une forme d'exaltation, mais au contact, un objet de recherche au contact duquel on se brûle dans tous les sens du terme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question. Peut-être pas. Et ben voilà. Mais en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Bientôt.